Luxembourgeois, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien réalisé par votre média L'événement en vue des élections du 8 octobre. Après nous être entretenus avec Madame Lehnert, la tête de liste du parti LSAP, aujourd'hui nous avons l'honneur de nous adresser à Monsieur Penning. Bonjour. Bonjour. Tête de liste du parti ADR, Alternative Demokratische Reformpartei. L'ADR est un parti dit national-conservateur, c'est-à-dire de droite, voire à la droite de la droite, l'extrême droite. C'est également la 5e puissance politique du pays avec 4 députés au Parlement qui font opposition au gouvernement de Bethel. Monsieur Penning, tout d'abord, comment allez-vous et comment sentez-vous ces élections ? Je vais très bien, je me sens à l'aise, comme je viens de vous dire. Donc cette interview, cet entretien se tient à Strassen, qui est mon village. Bon, entre-temps, est-ce que c'est encore un village? À mon époque, c'était un village où j'ai passé mon enfance. C'était un vrai village avec des agriculteurs ici, et ça a beaucoup changé. Luxembourg a beaucoup changé. Mais d'emblée, je voulais faire peut-être une dure remarque. Vous avez dit que je suis tête de liste. C'est exact et non. Je ne suis pas tête de liste. Du centre. Exactement, je suis co-tête de liste de la circonscription centre. Mais tête de liste nationale pour les élections législatives maintenant en 2023, c'est M. Fred Kuip, qui est tête de liste nationale. Donc, il y a, comme vous le savez, il y a des têtes de liste nationales et il y a des têtes de liste par circonscription. Et souvent, maintenant, les partis vont sur une co-tête de liste, donc 2 personnes. Donc, moi, je suis avec Tom Weidisch, je suis co-tête de liste du parti ADR, Alternative Demokratische Reformpartei, pour la circonscription centre. Deuxième remarque, j'aime pas l'expression l'extrême droite, parce que l'extrême droite, c'est quand même quelque chose c'est à la limite l'injurieux, que ce soit extrême droite ou extrême gauche. Si vous êtes des universitaires, et l'université a tendance donc de tout définir, surtout le juriste. Et si vous tapez une fois dans qu'est-ce que ça veut dire l'extrême droite, c'est quand même une des caractéristiques de l'extrême droite, c'est qu'il y a des personnes, un groupement de personnes qui est antidémocratique et antiparlementaire. Alors nous, on est vraiment un parti qui défend le parlementarisme. D'ailleurs, quand il y avait la révision de la Constitution qui a eu lieu, nous on justement on s'est battu pour que le Parlement ait encore plus de pouvoir pour contrôler le gouvernement. Donc une des caractéristiques de l'extrême droite, c'est l'antiparlementarisme et l'antidémocratie, alors que c'est pas tout à fait ce que nous on veut. En fait, on est le contraire. Et une autre caractéristique de l'extrême droite, c'est un régime hiérarchisé. Donc, tous les régimes extrême droite qu'on a connus dans le passé, notamment en Italie, dans les années 20, c'était vraiment des régimes d'extrême droite qui ont prôné un régime hiérarchisé. Ce qui n'est pas du tout le cas pour nous non plus. On n'est pas corporatiste, donc tous les caractéristiques de l'extrême droite, je ne crois pas que l'ADR comporte en son soi ces caractéristiques, tout bien au contraire, ou en quelque sorte, une dernière caractéristique des caractéristiques des régimes d'extrême droite, c'est effectivement une oppression des couches sociales les plus basses, donc ce qui n'est pas le cas non plus de notre parti. D'ailleurs, l'ADR est né en 1987, si vous regardez l'historique de notre parti, est né d'une idée sociale. Donc, qualifier l'ADR d'extrême droite, avec tout le respect que je vous dois, c'est limite offensif et injurieux. Parce que ça ne rentre pas du tout, ça ne correspond pas du tout à l'idée de mon parti. Et si l'ADR devait virer à l'extrême droite, je ne serais certainement plus un de ses dirigeants. Vous savez que je suis secrétaire général du parti, donc je suis donc un des leaders du parti depuis 2015. Je suis membre de ce parti depuis 1997. J'avais votre âge quand j'ai adhéré à ce parti, donc ça remonte quand même à 25 ans. J'ai fondé la section jeune à l'époque de l'ADR, donc je connais ce parti quand même très bien. Et si c'était un parti d'extrême droite, je ne serais certainement pas membre. Vous pouvez en être sûr. Ok, ne perdons pas de temps, oui. Et nous allons directement aborder le format de cet entretien. Oui. Que nous avons convenu. Donc, dans une première partie, nous aborderons des questions courtes de société qui nous permettront de voir vos convictions et la vision de votre parti. Et dans une seconde partie, nous ferons des questions beaucoup plus longues sur des aspects beaucoup plus concrets qui pourront donner davantage du débat. Et on finira avec une brève conclusion dans laquelle des questions cruciales vous seront posées et pour convaincre bien sûr les électeurs.
Et sans plus tarder, la première partie avec les questions courtes. Et j'insiste que vous répondiez brièvement sur les questions de la première partie, car on n'a pas beaucoup de temps et il faudra aborder tous les sujets qu'on veut. Oui. Donc commençons par la première question. Êtes-vous de droite ou de gauche et pourquoi? Disons, d'un point de vue politique sociétaire, on est un parti conservateur qui a quand même certaines valeurs de droite. D'un point de vue économique, comme je viens de dire, donc le parti est né d'une idée sociale, c'est-à-dire l'égalité des pensions. Donc c'est une idée quand même plutôt sociale et qui est plutôt de gauche. Donc on a quand même la politique sociale, on garde quand même toujours un certain touch que je qualifierais de gauche. Encore qu'aujourd'hui, les termes gauche et droite, vous le savez, donc ça revient de la Révolution française. Donc, je ne crois plus qu'aujourd'hui, on peut encore parler de droite et de gauche. Aujourd'hui, la politique est devenue beaucoup plus complexe. Mais si on utilise ces termes classiques, oui, on est politique sociétaire, on est un parti de droite, on est un parti conservateur, mais avec un léger touch social. Voilà. Ok. À la deuxième question, vous avez déjà répondu. Est-ce que vous vous considérez de l'extrême droite? Et qu'est-ce qui est concrètement l'extrême droite? J'ai répondu à la question. Voilà. On va passer. C'est pour ça qu'on va tout sauf notre parti. Ouais. Et d'ailleurs, donc regardez la définition d'extrême droite. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est très intéressant. Excusez-moi, désolé de vous interrompre, mais il faudra qu'on passe à des prochaines questions. Juste quelque chose de très intéressant. On peut être d'extrême droite sans être raciste. La preuve en est, l'Italie fasciste était vraiment, pour moi, un régime d'extrême droite. L'Espagne franquiste, c'était pour moi des régimes, mais qui n'étaient pas du tout racistes. C'était quand même antisémite. Non. L'Italie fasciste n'était pas antisémite. C'était à partir de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Mais à la base, l'Italie n'était pas raciste. Le fascisme n'était pas raciste, ça c'est faux. Pour ou contre la légalisation du cannabis et pourquoi? Pour la légalisation du cannabis, si je crois qu'on a quand même appuyer la réforme législative parce que ça correspond à la réalité, pour autant, et je précise, pour autant que c'est pour l'autoconsommation. Okay. C'est-à-dire que ce soit réglementé et que la vente du cannabis soit réglementée et la consommation soit vraiment, et que la vente soit limitée, l'inverse, que l'achat soit limité à l'autoconsommation. Ok. Liberté ou égalité? Est-ce qu'on ne peut pas dire les deux? Plutôt liberté. Ok. Pour ou contre l'euthanasie? Très très compliqué. Est-ce que je peux mettre un joker? Parce que je suis divisé. Oui, bien sûr. Oui. Pour ou contre la dépénalisation de la consommation des drogues? La consommation des drogues dures, je parle cocaïne, héroïne, tout ça doit rester pénalisé parce que le contraire, ça équivaudrait à légaliser quand même des substances meurtrières. Les drogues soft comme le cannabis, je viens de répondre à votre question. Oui. Pour ou contre l'avortement? Plutôt, je dirais à 80% contre, mais il y a effectivement toujours des cas limites où la santé de la mère est en jeu, où l'enfant est né d'une œuvre criminelle, etc., d'un viol, etc. Mais ça doit quand même être, et j'insiste, ça doit quand même être dans le cadre légal. Je crois que l'avortement, je crois que jusqu'au 2e mois de grossesse ou la 6e semaine, maintenant je ne connais plus le cadre légal. Pourquoi? Je vous dis pourquoi ça c'est extrêmement important, parce qu'à partir de ça, le fœtus commence à devenir un être vivant et on tue un être vivant. Pour ou contre le vote à 16 ans? Pardon, je n'ai pas compris la question. Pour ou contre le vote à 16 ans? Le vote à 16 ans? Pardon. Contre, d'ailleurs, c'est bon. Oui, contre. Pour ou contre l'Union européenne? Oui, bien sûr, on est l'Union européenne, on est bien sûr, Luxembourg est membre de l'Union européenne et Luxembourg doit rester l'Union européenne, mais on veut quand même, avec des infléchissements, avec quand même certains aménagements pour une Union européenne un peu différente, où il y a le principe de la subsidiarité qui compte, c'est-à-dire où les pays nationaux doivent quand même, où les législations des pays nationaux doivent primer sur la législation européenne, c'est-à-dire la législation européenne s'applique uniquement, on appelle ça le principe de subsidiarité, quand le législateur national n'a pas légiféré, alors à ce moment-là, c'est le droit européen qui doit primer. Ok, désolé, mais il faudra répondre par pour ou contre, à part si on demande. Oui, c'est un peu complexe les cas, oui. Priorisez-vous le mondialisation ou les produits locaux? Locaux. Pour ou contre les impôts sur la fortune?
Contre. Est-ce que le Luxembourg a raison de soutenir l'Ukraine? Plutôt oui. Pour ou contre le pass sanitaire? Si le pass sanitaire implique la vaccination, nous, on est, chez nous, la position, alors je dirais contre, parce qu'on est un parti qui a dit qu'on est contre la vaccination obligatoire contre le Covid. Ça doit rester le libre choix de chacun. Ok. Pour ou contre le système des écoles internationales? Plutôt pour. Est-ce que la lutte contre le changement climatique est une de vos priorités? Non. Croyez-vous au multiculturalisme? Non, parce que le multiculturalisme, c'est une contradiction in se, parce qu'une culture est quelque chose d'unique. Et si elle est multi, donc le terme multiculturalisme, c'est un non-sens en soi. Est-ce que l'islam est compatible avec le Luxembourg? L'islam, je réponds en une phrase. Si on interprète donc le Coran et les versets du Coran et tous les textes de l'islam qui vont avec à la lettre et pas à l'extrême, et ça c'est malheureusement un grand problème, qu'il y a beaucoup d'extrémistes dans l'islam, existe dans le christianisme, mais je suis contre, mais je me suis beaucoup penché sur cette question. Si vous voulez, je peux encore vous répondre plus en détail, parce que l'islam, quand on se tient au texte, je ne crois a priori pas qu'il est contre nos valeurs élémentaires, mais il y a des gens qui déforment malheureusement cette religion. Pour ou contre l'interdiction ou la réglementation de TikTok pour des raisons de santé publique ou de souveraineté nationale? Plutôt pour. Êtes-vous globalement pour la parité homme-femme? La question ne devait pas se poser. Pour moi, elle existe déjà. Et moi, je crois que c'est un faux problème. Mais êtes-vous pour? Bien évidemment, mais c'est un faux problème. D'ailleurs que notre parti, ça rentre même dans le sujet, on est contre les quotas dans les élections, parce que pour nous, un bon candidat, ça peut être une femme ou un homme. Et il ne faut pas privilégier un sexe par rapport à l'autre. Donc pour moi, c'est un faux problème. Êtes-vous favorable au mariage pour tous, c'est-à-dire au mariage homosexuel, par exemple? Joker. Étiez-vous pour le vote des étrangers aux élections nationales lors du référendum de 2015? Comme 80% des Luxembourgeois, on était contre. Est-ce qu'il faut continuer avec l'immigration au Luxembourg? Oh, ça, c'est une question quand même très très vague. Quelle immigration? L'immigration d'étrangers le Luxembourg a toujours été un pays d'immigration. Le Luxembourg va rester une immigration. Mais un pays d'immigration, excusez-moi. Trouvez-vous que c'est bien? Bien évidemment, mais on est quand même contre l'immigration illégale, et on est contre contre les demandes d'asile voilées qui en fait reflètent plutôt une idée d'immigration économique. Est-ce que le Luxembourg est bien géré à l'heure actuelle? Non. Grand-duché ou république? Grand-duché. Est-ce que vous vous considérez féministe? Non. Pour ou contre l'apprentissage de l'hymne national à l'école? On l'a tous appris à l'école primaire, je crois que ça se fait toujours encore. Bien sûr que pour, mais je crois que ça n'a pas changé. J'espère. Est-ce que le Luxembourg est ou fut un paradis fiscal? Oui, disons, il était un paradis fiscal assez intelligent, mais qui était quand même légal. Parce que les niches fiscales qui existaient au Luxembourg étaient parfaitement légales, mais sur pression de l'Union européenne, en tout cas, on ne l'est plus. D'après vous, est-ce qu'on est en sécurité au Luxembourg, actuellement? Plus comme avant. Le problème de l'insécurité est un grand problème qui est d'ailleurs un des sujets phares des élections. Et donc, non, ça a beaucoup changé les 20 dernières années. Disons, c'est très régional, ça dépend par région. Mais comparé à d'autres pays, on est quand même beaucoup en sécurité. Disons, moi je ne vois pas de différence. La sécurité au Luxembourg, elle est quand même très 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 grande dans les villes, que ce soit Luxembourgville, à Sur-Alzade, à Differdange, je vais au nord, à Ettelbruck, etc. Disons, dans les zones rurales, effectivement, il y a une grande différence entre les villes et les zones rurales, mais le phénomène, il est le même dans les pays limitrophes, et je ne vois pas de grande différence. CSFA ou DP?
Ni l'un ni l'autre. DP ou LSAP? Allez, je présente le moindre mal d'épée alors. Et quelles sont vos 3 priorités si là vous deviez être au pouvoir sur votre bureau? Ok. 3 priorités très rapidement, Bref, très rapidement, débattre et résoudre ce grand problème auquel Luxembourg est confronté, qui est la croissance démographique qui est quand même énorme, qui est entre 10 et 15 000 personnes par an, qui est énorme. C'est-à-dire il faut prendre ce problème, il faut le traiter, il faut le débattre ce problème et essayer de trouver des solutions. Première chose. Deuxième problème. Mais vous êtes en faveur de la natalité? Bien sûr. Mais la croissance démographique, c'est pas la source d'un taux de natalité élevé. Non. Non. Malheureusement, c'est pas l'explication de la croissance démographique ici à Luxembourg. Deuxième chose qui me tient énormément à cœur, c'est le logement. Il faut absolument résoudre ce problème de logement et c'est surtout ça qui concerne les jeunes qui trouvent plus de logement ici du Luxembourg. On a des solutions pour cela et ça c'est un très grand problème qui me tracasse personnellement et qui construire ou acheter? Qui me tient. Oui, non, louer, que ce soit dans la location ou dans l'achat. Hein. Donc, Luxembourg est confronté, je vous apprends rien de nouveau, vous le savez peut-être plus que moi. Luxembourg est confronté à un énorme problème au niveau du logement. Et un troisième problème qu'il faudra résoudre, et on vient de l'aborder, c'est la sécurité. Donc, ces 3, j'ai encore d'autres volets, d'autres sujets qui m'occupent, mais ça, c'est les 3 grands sujets qui, personnellement... Ok. Ouais. Et d'après vous, quels sont les 3 dangers qui menacent le Luxembourg? Les 3 dangers qui menacent le Luxembourg, c'est qu'effectivement, donc, un exodus des résidents. C'est pas uniquement luxembourgeois, c'est aussi des étrangers qui partent ici du Luxembourg parce qu'ils trouvent plus de logement, peut-être des occasions professionnelles beaucoup plus avantageuses, qu'on perd les bons éléments, qu'on perd les talents ici à Luxembourg. Ça, c'est un grand danger. Donc, un autre danger qui me préoccupe aussi, c'est qu'il y a quand même une certaine perte de l'identité nationale qui est aussi en perte de vitesse ici à Luxembourg, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de la cohésion de la nation luxembourgeoise. Ça, c'est un deuxième danger que je vois. Et un troisième danger que je vois, c'est cette insécurité. Donc, je reviens toujours au même problème. D'accord. Donc, pour la deuxième partie, là, on a fini la première partie. Je vais laisser la parole à Monsieur Vercher. Merci. Ok, qui compte. Oui. C'est celle qui compte pour vous directement. Okay. Donc, comme dit et comme Paul a fait cette première partie, maintenant on va aborder les sujets de fond. Sans tarder, directement, le premier sujet que vous avez abordé, c'est la croissance démographique, cette limite à 1 million. Donc, juste pour expliquer à nos auditeurs, le Luxembourg, le taux de fécondité des femmes, c'est 1,37 enfants par femme. Pour renouveler la population, c'est 2,1, donc le taux de remplacement n'est pas acquis. Comme vous l'avez bien présenté, c'est 10 000 entrées, on va dire 12 000 en moyenne entrées par an. C'est un pays composé à peu près à 50% d'étrangers, 47% plus précisément. Donc, ce qui veut dire tout simplement que pour que la population augmente, pour bien expliquer, c'est soit de l'immigration, soit des entrées d'immigration, le solde migratoire comme on l'appelle, les entrées et les sorties, soit les naissances, les décès. Donc en termes de décès, il y a plus de décès que de naissances. En termes d'immigration, comme on l'a bien précisé, c'est 10 000 entrées en plus. Tout à fait. Donc déjà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un enjeu de votre campagne, un enjeu extrêmement important. Quels sont selon vous réellement les problèmes ou les questions qui se posent autour de ce million de personnes? Alors, j'explique d'abord le phénomène, après j'explique les solutions. Pour le phénomène, je crois que j'ai vite fait le tour. On voit donc que notre pays a un énorme problème au niveau du logement. Les gens ne trouvent pas de logement, je viens de l'aborder. La circulation, on est tous les temps confrontés à des bouchons. La circulation, donc nos routes, nos infrastructures ne peuvent plus supporter cette énorme charge en voiture, en transport public. Bon, vous le savez tout aussi bien que moi. Nos hôpitaux, nos administrations, donc, comme je viens de dire, la pression sur le logement, c'est-à-dire il y a une demande énorme qui dépasse l'offre. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait augmenter les prix des loyers, ça fait augmenter le prix de l'immobilier. Donc, tous ces problèmes-là qu'on a
sont liées à cette croissance démographique. Et vous l'avez dit à juste titre, cette croissance démographique, elle n'est pas le résultat d'un taux de natalité très élevé. Une fois regardé, le taux de natalité au Luxembourg, on est dans la moyenne européenne. Donc, ce n'est pas que les Luxembourgeois ou les résidents ici dans le pays ont tellement d'enfants. Ce n'est pas ça, effectivement, vous l'avez dit à juste titre, c'est un phénomène d'immigration. Bon, maintenant, on vient aux solutions, justement. On va les aborder, les solutions, ne vous inquiétez. Donc justement, cette immigration, comme vous l'avez dit, c'était la question que j'allais vous poser. Les 1 million de personnes qui vont arriver, ce n'est pas des... En fait, la contradiction dans votre discours, d'une certaine manière, c'est que d'une partie, pour la natalité, vous proposez des mesures qui favoriseraient la natalité, comme par exemple le fait que les parents puissent revenir à la maison pour s'occuper des enfants, même des allocations. Et derrière, en fait, ce que vous ne dites pas, c'est que le risque, c'est l'immigration. Donc, la question très concrète, c'est selon vous, quels sont les désavantages actuellement de l'immigration au Luxembourg ? Disons, donc je vais te dire, donc l'immigration donc est un phénomène, c'est un des phénomènes de cette croissance démographique démesurée. Donc, comme je viens de dire, qu'est-ce que cette croissance démographique démesurée, excusez-moi, à quoi ça conduit? Donc, à tous les 4 problèmes que je viens de dire, logement, circulation, donc administration qui sont débordées, notre système judiciaire qui est débordé, donc etc., etc. Donc ça, c'est les conséquences que je viens de dire, mais on ne peut pas dire que ça, c'est uniquement donc lié à l'immigration. Je vous dis un exemple comment on peut résoudre ce problème. Comment on la contrôle, cette immigration? Je vais vous le dire. Ici à Luxembourg, on fait appel à des gens spécialisés qui n'existent pas sur le marché du travail luxembourgeois, respectivement dans la grande région, respectivement chez nos frontaliers. On a implantation de sociétés multinationales qui cherchent ces personnes avec une formation spécifique qu'on ne trouve pas dans nos écoles, qu'on ne trouve pas au Luxembourg et qu'on ne trouve pas dans la région. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur l'économie qui est une économie qui est productive et qui ne nécessite pas toujours l'appel à des gens, à des personnes, à des travailleurs qui viennent de très loin. Donc ça, c'est déjà une solution. Deuxième solution, la digitalisation. La digitalisation fait en sorte qu'on a besoin de moins de main-d'œuvre. Ça, c'est pour moi, un deuxième facteur très important pour résoudre ce problème de la croissance démographique. Troisième solution, qui est un peu liée à la première. Il faut notre système scolaire. Ici, il faut déjà former. Bon, il y a eu des améliorations, mais ça doit encore être amélioré davantage. Il faut que les étudiants qui sortent du système scolaire luxembourgeois savent dans quel domaine on recrute les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut les spécialiser par rapport au marché du travail pour ne pas à nouveau être obligé d'attirer la main-d'œuvre étrangère et qui vient de loin. Ça, c'est une troisième solution. Ouais. Et j'ai 2 questions déjà par rapport à ça. Donc, premièrement, quelle immigration régulée et à quel point? C'est-à-dire, là, il y a 10 000 entrées, selon vous. Oui. Quel est le taux Il n'y a pas de taux. J'ai une fois vu une interview de notre président Fred Kopp qui a parlé d'une croissance un peu plus raisonnable, qui dit par exemple, qui parle de 5 000 personnes par an. Mais réguler quelle immigration? Parce que comme vous savez bien, il y a Schengen, c'est la libre circulation en Europe, donc vous n'allez pas pouvoir choisir dans l'Europe, les citoyens européens, on ne va pas pouvoir choisir. L'immigration au Luxembourg est plutôt européenne. C'est juridiquement très difficile, je suis d'accord avec vous. Mais quand je parle de ça, c'est effectivement, donc c'est principalement donc l'immigration extra-européenne. Mais c'est aussi l'immigration européenne, parce que les gens spécifiques, comme je viens de dire, qui sont formés spécifiquement. Comment vous voulez réguler? Comment vous voulez réguler s'il y a Schengen, il y a la libre circulation entre les personnes? Attention, la libre circulation des personnes, l'implantation des grandes entreprises, je vous donne 2 exemples, vous connaissez, l'implantation des grandes entreprises multinationales est quand même subordonnée à certaines autorisations. Attention, je vous donne un exemple. Vous avez entendu Google. Google voulait s'installer ici à Luxembourg, à Bissen, au centre du pays. Je ne sais pas combien d'hectares de terre on voulait acheter. C'était des champs, c'était des forêts, et on voulait tout mettre sur béton, faire un data center gigantesque, et les gens
travaillent, qui auraient dû travailler chez Google. Ce n'est pas des gens qu'on trouve ici sur le marché du travail luxembourgeois respectivement. Je dis toujours, j'englobe aussi les frontaliers. C'est-à-dire on aurait dû faire appel à d'autres personnes. À ce moment-là, il y a le ministère de l'Environnement qui doit donner son avis, qui fait des études d'impact, c'est-à-dire quel est l'impact de cette entreprise, par exemple, au niveau de la consommation d'eau, qui était pour Google énorme, parce que c'est un data center qui doit être refroidi. Donc, quel est son impact sur l'électricité, de la consommation d'énergie, etc., etc., etc. Et là, si nous, on avait dit quelque chose, si nous, on était au ministère de l'Environnement, on émettrait un avis négatif, Google ne s'installe pas au Luxembourg. Maintenant, Google ne va pas s'installer au Luxembourg. Ça, c'est un exemple, je peux vous citer encore d'autres. Est-ce que ce n'est pas contre-productif, justement? Parce que Google, c'est des rentrées fiscales, on sait que Justement. On a abordé ce sujet. Est-ce que Google payerait tellement d'impôts commerciaux ici à Luxembourg? Combien de personnes est-ce que Google engagerait? C'est-à-dire ces personnes-là, donc on paye les impôts sur salaire, etc., etc. Et ça, c'est une étude d'impact. Donc, toutes ces considérations, il faut les prendre en considération, le pour et le contre. Et on arrivait à la conclusion qu'il y a beaucoup plus de contre. Oui, je suis sûr et certain. Parce qu'un tiers des recettes de l'État viennent finalement de ces capitaux étrangers. Donc, se couper des capitaux étrangers. Attention, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le Luxembourg, un tiers du PIB luxembourgeois vient de la place financière. La place financière, voilà. Et pas des sociétés multinationales. Non, ok. Attention. Oui. Et c'est pour ça que nous, on est toujours très favorables à l'expansion, à la protection de la place financière luxembourgeoise. Pourquoi? Parce que la place financière luxembourgeoise, elle occupe 65 000 personnes. Elle est très productive. Avec 65 000 personnes, on contribue un tiers du PIB. Donc c'est ça que nous, on cherche, c'est-à-dire les domaines qui sont vraiment productifs. Il faut protéger les domaines productifs, comme notamment le secteur financier, qui est maintenant concurrencé par Dublin, qui est concurrencé par Londres, qui est concurrencé par Singapour, et je ne sais pas quoi encore. Donc là, il ne faut pas courir derrière la musique, et il faut rester que le Luxembourg, actuellement, notamment au niveau des fonds d'investissement, reste compétent et garde sa place financière au monde. Ok. Et sur la natalité, vous voulez prendre des mesures? Sur la natalité, bien évidemment, indirectement, nous on est contre. Il y a certains partis qui veulent une individualisation des impôts. Nous on dit non. On veut quand même que les gens qui sont mariés, les gens qui ont des enfants, soient dans une situation fiscale plus avantageuse que les autres. Pourquoi? Parce que déjà, quand on a des enfants, on a beaucoup plus de dépenses. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai 2 enfants. Donc, déjà de l'une, de deux. Le fait d'élever des enfants, ça doit être récompensé parce que c'est quand même, on contribue en quelque sorte à la société. Donc, nous, on est contre l'individualisation des impôts et les gens qui sont mariés, les gens qui ont des enfants doivent toujours rester dans un système fiscal plus avantageux, par rapport aux autres. Bon, il y a des problèmes. Des limites, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les veuves, qu'est-ce qu'on fait avec un autre phénomène qu'en Luxembourg, c'est malheureusement les monoparentaux. Et là, effectivement, on pourra discuter, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ne doivent pas bénéficier du même système fiscal que les mariés? Et là, on est ouvert à tout débat. Okay, et donc, forcément, indirectement, par ce truchement, on avantage bien évidemment les gens qui ont des enfants et la natalité, bien sûr. Donc, et l'altergat, ne l'oublions pas. Donc, où vous avez dit à juste titre, donc on veut donner le choix, soit à la maman, soit au papa, pendant les premières années de la naissance de l'enfant, soit ils donnent l'enfant dans une structure, ce qu'on ne critique pas, mes 2 enfants sont dans une structure, soit on leur donne, au lieu de dépenser l'argent, parce que ça coûte aux contribuables, chaque enfant qui est dans une structure, ça coûte, de donner l'argent au papa ou à la maman qui préfère élever l'enfant chez lui au foyer. Donc, le choix, on est pour le choix. Ok, on va vous poser encore 2 questions concernant l'immigration et la démographie. Est-ce qu'il n'y a pas forcément une contradiction? Parce qu'on sait aujourd'hui que la régulation de l'immigration, elle va se faire, c'est Schengen, donc on a nos frontières communes. Donc est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction vis-à-vis de vos positions et de vos alliés dans l'Union européenne qui sont frontalement en opposition avec l'Union européenne, comme par exemple PiS, le parti PiS en Pologne, ou qui lui se ramifie et qui est allié avec M. Orban
M. Orban qui est allié avec Mme Le Pen. Donc, est-ce que ce n'est pas contre-productif de vouloir réguler l'immigration et de trouver un accord européen alors que vous allez un peu contre cette dynamique-là? Alors, plusieurs choses. Vous avez bien fait vos recherches. Effectivement, donc, contrairement à d'autres, je dois vous féliciter. Vous avez bien fait vos recherches parce que moi, une fois, on m'a dit dans une interview, on m'a dit que l'ADR serait dans la même famille européenne que le RN ou que l'AfD en Allemagne. Alors je dis, alors regardez un peu, vous n'avez qu'à appuyer sur Google, vous tapez ADR, vous voyez tout de suite, c'est un travail d'1 minute. Et donc vous avez bien fait vos recherches, c'est exact, effectivement, on est dans l'ACR qui effectivement comporte dans son sein le PS polonais, les Fratelli d'Italia. À l'époque, malheureusement, c'était notre plus grand membre, c'était les conservateurs britanniques qui, à cause du Brexit, maintenant jouent un rôle beaucoup moins actif. Ils sont encore membres de l'ACR, mais ils ne sont plus membres du Parlement européen, malheureusement. Donc, c'était les trois partis, donc les grands partis. Maintenant, on a le parti espagnol Vox, qui est aussi dans notre groupe. Il faut savoir, pour répondre à votre question, les positions du PS, par exemple, sur l'immigration, je connais très bien sa position parce que j'assiste régulièrement, on rencontre ces gens-là dans une famille européenne. Moi, je ne les partage pas. Okay. Je veux dire, je ne les partage pas. Ça ne veut pas dire que si ces gens-là sont dans notre groupe, dans notre famille politique, qu'on doit partager toutes leurs valeurs. Non, mais l'immigration, c'est une de leurs priorités. Donc je suis tout à fait d'accord. Encore, c'est très complexe. On ne peut pas faire une comparaison maintenant entre l'immigration qui existe en Pologne, par exemple, l'immigration qui existe en Italie, parce que l'Italie est confrontée quand même à Lampedusa. L'Italie, c'est pas. Non, mais c'est un sujet européen. Vous savez qu'il y a les règlements de Dublin. Donc, Oui, les règlements de Dublin, donc pour venir au sujet, qui doivent quand même rester en vigueur comme ils sont, parce que nous, on est tout contre tout système de quotas des réfugiés. Mais je ne vois pas vraiment de contradiction, parce que c'est que le PS, il dit, ou c'est que d'autres membres de notre groupe, de notre famille politique, m'intéressent, franchement, je suis très honnête avec vous, un peu. Okay. Un peu. Très peu. Ça m'intéresse très peu. Et ça mais ne veut pas dire que ça joue beaucoup sur votre réputation, sachez-le. Pas au Luxembourg, mais à l'international. Maintenant, le Fidesz en Hongrie, je ne sais pas à quel groupe européen il appartient. Il était toujours traditionnellement dans le Parti populaire. Maintenant, je crois qu'il est en train de chercher une nouvelle famille politique, mais il n'est pas encore membre de l'ACR, sauf erreur de ma part. Non, ils sont peut-être pas membres, mais je veux dire, ils sont main dans la main. Il y a eu des réunions à Madrid. Alors moi, je vous dis honnêtement, je suis quand même très satisfait du fait que nous, on fait partie de l'ACR. Donc, parce que l'ACR, en tout cas, l'idée de base, l'ACR quand même, qui a été fondée par le parti conservateur britannique, où il y a eu David Cameron, qui est quand même un de mes, je ne veux pas dire un de mes idoles, mais auquel je me sens quand même qui a fait une politique qui est très, très proche de la mienne. Hein. Et surtout beaucoup de conservateurs britanniques auxquels je me sens très proche, avec lesquels j'ai discuté. Et ça, c'est un peu dommage. Mais moi, quand on me pose la question de l'ACR, je me sens quand même très proche des conservateurs britanniques. Dans ma DNA aussi du parti ADR. Moi, je le comparais je ferais la plus comparaison avec les conservateurs britanniques. Ouais, mais si on revient à la question très concrètement, comme je vous ai dit, il y a une opposition. Vous connaissez cette opposition entre les partis, entre l'Hongrie, la Pologne, le RN en France. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre cette contradiction? Parce qu'elle est majeure. Elle est majeure entre les partis qui sont contre l'Europe telle qu'elle est actuellement et qui donc pour une négociation dans les pays européens. Alors, la question est très complexe. Il n'y a pas toujours une réponse simple à ces questions complexes, je dois vous le dire. Moi, je vous dis uniquement, pour répondre à votre question, quelle Europe est-ce que nous on veut? Et là, on va en venir. Sur ça, on va en venir. La question précise concerne l'immigration. La contradiction entre... Disons, il faut, et là je reviens à ce que je viens de dire, il faut faire en sorte, et là j'ai quand même un grand problème, que tous les étudiants, et c'est ça vous concerne maintenant, que les élèves qui sortent, tous les jeunes qui sortent des écoles trouvent du travail ici à Luxembourg. Et je trouverais ça quand même inégal, complètement inégal, pas illégal, inégal, oui. Une injustice qu'on aurait d'un côté des étudiants qui sortent du système scolaire luxembourgeois, respectivement, qui reviennent au Luxembourg après avoir étudié à une université à l'étranger, pour moi c'est la même chose, et qui ne trouvent pas d'emploi. Alors de l'autre côté, et là je viens toujours au même sujet, on doit faire appel à une main-d'œuvre d'étrangère
Oui, ok. formés spécifiquement, formés dans certains domaines. Vous voulez vraiment garder les talents à Luxembourg. Voilà. Ok. Et ça, je trouve quand même, ce serait injuste par rapport aux résidents de notre pays. Ouais, Pas aux luxembourgeois, je dis aux résidents de notre pays. Ça peut être des gens de plus de ça répond pas réellement à ma question. Si, mais... si, elle répond à non, votre question. non, parce que la question que je vous pose, c'est... Et là, je trouverais, et là, je reviens à votre question, et là, je trouverais, là, par contre, l'immigration, elle serait néfaste. Là, je réponds à votre question. Dans ce contexte-là. Non, mais ce que j'ai voulu vous dire, c'est que actuellement, l'enjeu migratoire est davantage un enjeu européen, sachant Oui. Schengen. Oui. Et donc, ce que moi, la contradiction que je mets dans le discours qu'il pourrait avoir, c'est que vous faites partie d'un groupe qui est très hostile à l'Union européenne et dont certains... Si, la Hongrie, en tout cas, telle qu'elle est actuellement. Si. Il n'y a aucun parti qui est membre de l'ACR qui veut sortir, qui veut sortir de l'Union européenne. Ça, c'est faux. Mais les négociations, ça c'est clair, entre les pays, c'est très tendu. Exactement. Entre Macron et pourquoi c'est très tendu? Et là, je reviens à ce que j'ai dit. Pourquoi c'est très tendu? Parce que les pays n'ont pas des intérêts communs. Déjà, au sein de l'ACR, les pays n'ont pas tout à fait des intérêts communs. Et une autre chose, la Pologne, vous parlez de la Pologne, vous parlez de l'Hongrie, vous parlez de l'Italie, par exemple. Ces gens-là, ces pays-là, ils sont beaucoup plus confrontés aux réfugiés Oui. qu'à une immigration. Alors que Luxembourg est plutôt confronté à une immigration intra-européenne, moins extra-européenne, et aussi moins un afflux de demandeurs de protection internationale. Alors que la Pologne et l'Hongrie, ils sont très exposés quand même. Mais Luxembourg fait partie de l'Union européenne, Oui. Du règlement de Dublin, et donc par les quotas... Mais Luxembourg ne fait pas partie, Luxembourg n'a pas de frontières extra-européennes. Donc Luxembourg n'est pas... Mais fait partie de l'Europe, et l'Europe a des frontières extra-européennes. Exactement. Parce que on peut dire actuellement qu'en Europe, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Et je réponds aussi quand on parle maintenant de l'immigration, il faut aussi parler donc des demandeurs de protection internationale. C'est aussi une certaine forme d'immigration, mais ça ne doit pas être une immigration. Mais ça, voilà. Le dévoiement de l'asile, vous voulez dire. Voilà. Okay. Oui, le DPI. Les DPI. Donc, les demandeurs de protection internationale, c'est les bénéficiaires de protection internationale. On est d'abord DPI, après on a BPI. Bon, selon les accords de Genève. Ce que moi je veux dire, c'est qu'une personne, ça c'est une deuxième catégorie de personnes qui ont dans notre pays, une personne qui remplit les conditions d'être sous protection internationale, elle doit avoir la protection internationale en Europe et en Luxembourg. Ok. Mais voilà, ça je réponds aussi à votre question. Par contre, il faut appliquer les conditions dans les conventions de Genève à la lettre. C'est-à-dire il ne faut pas un dévoiement de... Et comme dans tout dans la vie, dans tout domaine, il y a toujours des abus. Oui. Et il ne faut pas que, et je vous explique, vous serez peut-être surpris de mon raisonnement, il faut absolument combattre une immigration européenne, extra-européenne, purement économique, justement, déguisée en protection internationale. Pourquoi? Parce que ça se fait au détriment des gens qui bénéficient vraiment, qui devraient vraiment bénéficier d'une protection. C'est-à-dire ces gens-là qui viennent vraiment d'un pays où il y a un conflit, des guerres, qui remplissent les conditions de la Convention de Genève, de la déconvention de Genève. Eux, ils sont sanctionnés, notamment au niveau des infrastructures, ils ne trouvent plus de place parce qu'il y a des gens qui abusent, qui ont un fake statut de réfugié, et ça se fait au détriment de ces gens-là. Ouais. Donc, ça c'est pas parce que nous, on est hostile à ces gens-là. Non, ça se fait au détriment, en fin de compte, des gens qui peuvent vraiment bénéficier d'une protection. La dernière question sur l'immigration, puis on va passer à des sujets. Même si l'immigration est un sujet économique, on va passer à des sujets purement économiques. Est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'une fois qu'une personne venant d'Afrique part, c'est déjà fini? Est-ce que le sujet finalement, pour régler les problèmes d'immigration, ce ne serait pas la stabilité et le développement de l'Afrique? Tout à fait. Oui. Tout à fait, parce que sinon, effectivement, là je vous rejoins. Sinon, c'est une histoire sans fin. Okay. Là, je vous rejoins à 100%. Et il faut aussi mettre vraiment le verrou et fin à ce phénomène. Et ça, c'est vraiment une catégorie de personnes que je méprise fondamentalement, que je méprise vraiment. Ça, c'est les passeurs. C'est des gens qui vivent du sang des autres. C'est des vampires, c'est vraiment une catégorie de gens vraiment qui a un sang-froid. Les viols, ça a été documenté. Voilà, exactement. Les passeurs, c'est une catégorie de personnes qui doivent vraiment être sanctionnées. Okay.
Bon, on va passer à une prochaine partie concernant l'économie. Donc, votre conception des dépenses publiques, est-ce que le fait d'être à l'équilibre budgétaire, est-ce que c'est extrêmement important? Et sur l'inflation, deuxième question, j'espère que vous répondrez assez rapidement et brièvement. Ouais. La protection des citoyens, est-ce qu'il faut des boucliers, Alors, très simple, des aides? Très simple. L'équilibre budgétaire est une question de responsabilité vis-à-vis des citoyens du pays. Okay. Parce que si la dette publique elle est trop élevée, ça équivaut pour moi à hypothéquer l'avenir des habitants de ce pays. Donc c'est une question de responsabilité. Et des jeunes. Et des jeunes. Tout à fait. Donc c'est une question de responsabilité. Pour nous, le budget. Donc, équilibre budgétaire. Okay. C'est pour moi, si moi j'avais quelque chose, si moi j'avais le pouvoir, c'est un de mes principaux objectifs, c'est l'équilibre budgétaire. Je sais que c'est parfois irréaliste de l'atteindre, mais c'est une question de responsabilité vis-à-vis des citoyens. Et je vous dis pourquoi. Et l'équilibre budgétaire, et là je suis souvent en désaccord avec certains politiciens, notamment de LSAP, on dit oui, il faut faire une augmentation des impôts, que ce soit les impôts directs ou indirects, ça c'est inévitable. Théoriquement, on pourrait croire, oui, c'est une solution. Mais il y a une autre solution. Moi, comment dirais-je, je résoudrais le problème d'une autre façon, à savoir à diminuer les dépenses publiques. Parce qu'il y a deux solutions. Soit on augmente les recettes soit on diminue les dépenses. Et moi, je suis plutôt du penchant à dire il faut faire attention. Parce qu'avec l'ADR, et ça c'est une position, et là je suis très, très clair, avec l'ADR, il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Par contre, on va y venir sur les impôts. Par contre, il y aura, et quand moi j'entends M. Frieden qui dit diminution générale des impôts. Vous n'y croyez pas? Pour moi, on nous traite souvent de populistes. Ça c'est pour moi populiste. J'ai entendu deux phrases extrêmement populistes dans cette campagne électorale. Frieden qui dit diminution générale des impôts, populisme extrême. Okay. Les pirates. Il viendra nous expliquer. Les pirates. Mais vous voyez, c'est les critiques qu'il a déjà eues. Il a eu quelques baffes de l'OCDE, du Statec, de le Fonds national monétaire qui dit que c'est une idiotie. Bon. Les pirates qui disent 10 € mètre carré de logement pour tout le monde. Populisme totalement irréaliste. Okay. Totalement irréaliste. Donc, les gens. C'est bien, vous avez pointé cette contradiction. Les gens qui achètent ça, je ne veux plus les aider parce qu'il faut quand même réfléchir dans la vie. Dire que c'est quand même. Ces deux phrases-là, ni l'une ni l'autre, sont réalistes. Okay. Bon, en tout cas, c'est concernant maintenant la protection. C'est une remarque vis-à-vis des électeurs. Concernant la protection économique des citoyens, il y a eu une inflation à 8%. Quelles sont les solutions pas très précisément, mais est-ce que vous êtes pour sortir le canet d'échecs, le quoi qu'il en coûte, etc. Aider les concitoyens, ou vous considérez que pour des raisons fiscales, je vous donne une réponse assez simple. En fait, les banques jouent un très 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 grand rôle. Les banques taux centrales. Oui, les taux d'emprunt. Et c'est très complexe. Moi, on me dit toujours oui, mais ça revient à nouveau. Il faut monter un échelon et voir ça au niveau international. Donc, les taux bancaires sont... le Luxembourg ne peut pas avoir la main mise dessus. Donc, ça résulte de plusieurs facteurs. Elle est indépendante, la banque, donc de toute façon. Exactement. Donc... mais est-ce que s'il y a de l'inflation, est-ce que vous décidez vous dites c'est normal, c'est de l'inflation, ou est-ce qu'on protège précisément les citoyens? Moi, je ne suis pas un économiste. Hein. Chacun a son domaine. Moi, je suis un juriste, je ne suis pas un économiste. Mais la vision du parti, je vais vous l'expliquer. Il y a quand même certains, en luxembourgeois, on dit toujours comment dirais-je, certains vices où on peut quand même régulariser quand même l'économie et aussi l'inflation, c'est effectivement par les impôts. Okay. Je vous donne un exemple. Inflation, il est lié quand même au pouvoir d'achat. Maintenant, ce que je trouve quand même scandaleux ici au pays, vous le savez, qu'on a un pays où on a eu 5 tranches d'index et le barème des impôts n'a jamais été adapté à l'inflation. Et ça, c'est quand même aussi un facteur d'inflation, justement, parce que c'est-à-dire, l'État, en fait, on appelle ça la progression froide. C'est-à-dire vous payez plus d'impôts et vous ne remarquez même pas. Ouais.
Pourquoi? Parce que depuis six tranches d'index qui sont tombées actuellement, jusqu'à l'heure actuelle, le barème d'impôt n'a pas... Vous voulez les actualiser, c'est ça? Okay. Ça, c'est un de nos principaux, un de nos arguments principaux. Autre chose que je trouve scandaleux, ici à Luxembourg... Plus rapidement, oui. Que je trouve scandaleux, et c'est vous... Le Luxembourg a une recette énorme en ce qui concerne, au Luxembourg, le tank tourisme, les assises au niveau de l'essence, des alcools, etc. etc. Okay. On a perdu ça. Okay. On a perdu cette ressource quand même énorme. Ces revenus énormes, on les a perdus parce que faites une fois le plein maintenant en France, vous le faites au Luxembourg, vous voyez la différence, il n'y en a presque plus. On peut l'influencer en diminuant les axes. C'est plus qu'on diminue les axes, moins l'essence elle est chère ici à Luxembourg. Okay. Voilà. Et on dit oui, mais c'est pour des cas. Là aussi, c'est une absurdité. Non mais, franchement, et on dit c'est pour des raisons écologiques. Non mais c'est du foutage de gueule, excusez-moi. Non mais l'idée c'est de taxer. Je vais vous donner 3 mesures concrètes. Il faut à nouveau baisser la TVA sur les immeubles à location à 3%, parce que ça inciterait à nouveau donc, les promoteurs à investir et donner plus d'immeubles sur le marché locatif. Première mesure. Les mesures. Première mesure, rétablir l'amortissement fiscal accéléré pour la même raison, donc qui a aussi été modifié, donc ça retient à nouveau les promoteurs à investir dans l'immeuble. Troisième mesure, pour moi la plus importante, en fait j'aurais dû la dire en premier, donc toujours garder à l'esprit donc le logement social. Donc il faut investir massivement dans le logement social, dans le logement abordable. Et là je reviens à nouveau à la première question. Donc faire en sorte que chaque fois que la commune, parce qu'on parle des communes, que les communes, principalement les communes, mettent du logement social sur le marché, donnent le logement social aux locations simples, parce que les communes sont aussi bailleurs, il faut donner la priorité aux résidents de la commune, c'est-à-dire pourquoi? Pour éviter justement cet exodus des résidents luxembourgeois ou étrangers, donc les résidents. Donc il faut donner, ça c'est une idée qui se trouve qu'on avait déjà prônée aussi pendant les élections communales, c'est-à-dire que les gens restent ici. On peut avoir plusieurs facteurs. Le simple fait, par exemple, que les parents aient déjà habité dans la même commune, qu'on a joué pour un club sportif de cette commune, qu'on a un mérite pour cette commune, ça doit quand même déjà donner la priorité aux habitants locaux. Ok. 3 mesures très concrètes pour réduire la précarité, pour améliorer la vie de nos citoyens. 3 mesures. Ça, c'est à partir de quand est-ce qu'on est en priorité? En tout cas, moi, je vous dis une chose, c'est-à-dire absolument maintenir donc, le salaire minimum. Donc, ça, c'est un no-go. Il faut... on ne baisse pas le salaire minimum. Ok, deuxième mesure. Deuxième mesure, il faut quand même réaménager
notre barème fiscal. Il faut introduire plus de tranches parce que la progression des impôts, c'est une grande injustice dans les couches sociales médium. Elle est trop grande. Bien évidemment. Donc on aménage les tranches. On aménage les tranches. Troisièmement. Et donc il faut faire en sorte de toute façon que le salaire social minimum n'est pas imposé. C'est-à-dire ça aussi. Ok, donc réduction d'impôts sur eux. Ok, ça va. Quelles sont les 3 mesures que prendrait l'ADR s'ils sont au gouvernement pour lutter contre le changement climatique? Les trois mesures qui, selon vous, permettraient de... Alors, très simple. Le changement climatique, je trouve ça absurde de prendre des mesures du genre, jusqu'en 2035, plus de voitures qui conduisent donc, avec de l'essence. Okay, mais quelles sont vos mesures? Alors, pas forcément celles des autres qui vous déplaisent, mais irréalistes, qui sont quand même irréalistes. Ok, mais vos mesures pour préserver la nature. Moi, je vous l'ai dit. Chacun doit être responsable vis-à-vis de la nature. C'est-à-dire, chacun doit, par exemple, au quotidien, ça commence par le recyclage. Ça commence par l'utilisation des transports publics. Donc chacun peut contribuer. Et au niveau de l'État, parce que là c'est la responsabilité, vous allez être à la tête de l'État. Oui. Donc, quelles sont les décisions que prend l'État? Par exemple, on pourrait, ça on a dit, on a beaucoup parlé des installateurs photovoltaïques. Par exemple, favoriser pour les administrations, il ne faut pas les imposer bien sûr aux citoyens parce que c'est trop coûteux, mais par exemple, les administrations doivent donner l'exemple et aller donc par exemple sur l'énergie photovoltaïque. Par exemple, okay. Les transports publics et donc comme je dis, tout ce qui est public doit faire. Vous allez développer le public. Ok. Voilà. Donc maintenant on va passer une partie sur la structure énergétique luxembourgeoise. Parce que encore une fois je dis parce que je trouvais ça scandaleux qu'on impose de l'écologie aux citoyens et pas aux administrations. Donc les administrations ils ont les possibilités financières pour le faire. Donc les administrations doivent donner l'exemple pour aller dans la bonne direction de la protection de la nature et donc dans la... Concernant les administrations, vous voulez quoi précisément pour les administrations? Les administrations, c'est d'abord les administrations qui doivent donner l'exemple d'une neutralité climatique totale. Ok. Bon, sur la structure énergétique luxembourgeoise, donc c'est-à-dire tout ce qui est gaz, pétrole, on a regardé les chiffres très précisément. Il y a beaucoup de communication, notamment de la part du gouvernement concernant les énergies renouvelables. On a vu que c'est 3% pour l'éolien, 2% la biomasse, 1,5% le solaire et une énorme part, 50% du pétrole. Le pétrole qui est une des énergies, bien évidemment, qui pollue le plus, ainsi que du gaz. Donc, ma première question, c'est êtes-vous pour et favorable au développement encore des énergies renouvelables? Deuxième question, est-ce que vous êtes favorable à l'énergie nucléaire? Alors, ça c'est une question à laquelle je dois répondre longuement. Nous, on est, par rapport à ce domaine-là, on laisse l'économie quand même faire son jeu. C'est-à-dire que le moyen économiquement le plus rentable puisse quand même bénéficier, puisse quand même primer sur les autres. Donc le pétrole, ça ne vous dérange pas? Parce qu'il faut savoir, je vous le dis, il faut savoir, c'est toujours très très simple, et pour moi la question est beaucoup plus complexe de dire tout ce qui est énergie fossile, c'est aboli. Combien de postes de travail sont liés à ce domaine, au domaine pétrolier? Si vous voulez abolir aujourd'hui la consommation de l'énergie fossile, vous savez combien d'emplois vont disparaître? Beaucoup. Faites une recherche. C'est toujours très simpliste de dire. On va. Non, mais il y a des conséquences sur l'utilisation de ces énergies. Les conséquences climatiques, on les voit. Moi, je vous dis, je réponds à votre question. Il faut bien évidemment aller dans la direction
de consommer de moins en moins d'énergie fossile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, qu'est-ce que Mais vous il faut développez pas- pour le nucléaire, pour les énergies renouvelables? Quel est le projet Bah, de l'ADR les deux doivent exister parallèlement. Et de toute façon, l'énergie nucléaire, Vous savez que c'est un sujet extrêmement polémique. c'est l'énergie un nucléaire au sujet Luxembourg. Donc, vous extrêmement êtes pour- polémique. Et je ne suis pas tout à fait d'accord à dire que l'énergie nucléaire, c'est tellement néfaste. Combien d'accidents on a eu les derniers temps dans une centrale nucléaire? Il y en a eu très peu. Il y en a eu que deux. On Il y n'est en a plus eu dans les deux. années Il y en a eu 80, effectivement, où je suis d'accord avec vous. Il y a eu Tchernobyl, il y a eu toujours au Luxembourg, on a fait le fantôme de Cattenom. Un jour, ça va être une catastrophe nucléaire. Aujourd'hui, les centrales nucléaires, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, ils ont tellement évolué point de vue sécurité qu'on n'est plus confronté à ce danger potentiel qui était effectivement un danger qu'avant. Donc il y a aussi quand même une certaine dramatisation au niveau de l'énergie nucléaire. Donc vous êtes pour l'énergie nucléaire, son développement? Oui, tout doit exister parallèlement. Ok. On n'est ni l'un ni pour l'autre. Laissons l'économie faire son jeu, toujours en gardant quand même dans l'arrière-pensée, toujours qu'on doit quand même. On a effectivement une nature, on a uniquement une nature qu'il ne faut pas détruire, tout dans le respect de la nature. Mais moi, par contre, je ne suis pas si sûr que l'énergie nucléaire soit si néfaste pour l'environnement. Elle ne produit pas de gaz à effet de serre, donc le seul problème, ce serait un accident nucléaire. Et d'ailleurs, on parle toujours des voitures électriques. L'électricité, elle vient d'où? L'électricité, il faut la produire. Les voitures électriques, est-ce que vous savez, donc je vois que vous êtes très, très, très à cheval sur ces sujets. Est-ce que vous savez comment est-ce que les voitures électriques sont construites? Est-ce que c'est écologique? Bien évidemment, il y a des sujets sur les terres rares Voilà. concernant. Est-ce que ça, c'est écologique? C'est pas à moi de poser la question, c'est moi qui vous pose la question. Je vais vous dire, au Luxembourg, actuellement, du parc automobile, uniquement 7% sont des voitures électriques. 7%. Donc, est-ce qu'il faut le développer déjà? On veut aller jusqu'en 2035, on veut aller sur 100%. Où sont les bornes? Comment est-ce qu'on alimente ces voitures alimentent en électricité? Il y a des choses qui ne rentrent pas dans ma caboche, je suis désolé, mais on a compris votre inquiétude, c'est votre avis. En tout cas, là, on va passer à un nouveau sujet. C'est le luxembourgeois, ça vous tient particulièrement à cœur. Quel est le but déjà de promouvoir le luxembourgeois? Et deuxièmement, quelles sont les choses très concrètes, à part un ministère, vous avez annoncé un ministère, mais quelles sont les actions concrètes pour développer le luxembourgeois? Je voudrais très rapidement. Je vous rappelle, parce qu'effectivement, un peu moins dada, plus que l'écologie d'ailleurs, pourquoi il faut promouvoir le luxembourgeois? Parce que le luxembourgeois doit rester la langue d'intégration. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit tout au début, je dis que j'ai grandi ici. Moi, je viens encore d'une génération où on a, l'école primaire, on avait, je simplifie maintenant, hein, on avait, déjà le luxembourgeois était en minorité. On avait un tiers de luxembourgeois, on avait un tiers d'italien, un tiers de portugais, je crois qu'on avait encore quelques français. Mais tous les enfants qui ont grandi avec nous, on était à 24 ici à la classe, je me rappelle très bien qu'on était quand même très nombreux en 6e école primaire. Tous ces garçons et ces filles qui ont grandi avec moi, qui étaient avec moi à l'école primaire, on parlait tous luxembourgeois au même niveau. C'était quelque chose de sous-entendu. Donc, langue d'intégration, mais quelles sont la langue du pays, peu importe l'origine. Mais les questions, c'est maintenant quelles sont les mesures pour développer ce luxembourgeois? Quelles vont être les mesures de l'ADR? Déjà les mesures, c'est-à-dire il faut promouvoir la langue luxembourgeoise dans l'espace public. C'est-à-dire, je vois par exemple le tram. Ça, c'est quand même bien. Les stations de tram en luxembourgeois. Ouais. Mais c'est pas, excusez-moi, les stations de tram, c'est quand même anecdotique. Il faut apprendre aux enfants le luxembourgeois. Je vais en revenir. Mais beaucoup plus important, effectivement, et je vais en revenir, l'éducation nationale. Okay. L'éducation nationale le luxembourgeois doit être promu au sein de l'éducation nationale et aussi au sein des écoles européennes. Pourquoi pas? Dans les écoles internationales, ça existe. Comment? La question derrière tout ce que vous proposez, c'est que, évidemment, pour vous, il faut développer le luxembourgeois. Mais dire on va mettre du luxembourgeois dans les écoles européennes, si le luxembourgeois ne devient pas la langue majoritaire, ça ne sert à rien parce qu'à l'école européenne, ils vont parler français, ils vont parler anglais, ils vont avoir 2 heures de luxembourgeois. Ils vont le changer. Il faut le changer. Donc il faut imposer. Non. Moi, je suis contre toute
Imposition. Toute forme d'imposition. Comme je suis contre le fait d'imposer à un citoyen de mettre une installation photovoltaïque sur son toit, comme je suis contre d'imposer à une personne de mettre ses enfants dans une structure d'accueil, je suis aussi contre le fait d'imposer par la force la langue luxembourgeoise. La langue luxembourgeoise, il faut des mesures fortes. Il faut des mesures fortes. Si elle doit être attractive. Il faut des mesures fortes. Donc, tout à fait d'accord avec vous. En France, la langue française, la généralisation est passée par l'imposition. Donc, si vous voulez le luxembourgeois et vous voulez être réaliste, il faut l'imposer au sein de l'école. Il faut le promouvoir à l'école. Il faut le promouvoir à l'école. Le seul élément où je suis plutôt effectivement pour une obligation, et ça c'est pour moi effectivement un no-go quand on veut obtenir l'ancienneté luxembourgeoise. Ça, je trouve ça quand même complètement une évidence quand on a la nationalité d'un pays qu'on doit maîtriser la langue. Moi, je connais aucun Français qui ne maîtrise pas le français. Je suis désolé. Je connais aucun Allemand qui ne parle pas allemand. Ouais, mais au Luxembourg, on n'impose pas le luxembourgeois. Je connais des Luxembourgeois qui ne parlent pas un seul mot luxembourgeois et je trouve ça scandaleux. Je suis désolé. On a d'un côté, vous parlez toujours de contradiction, moi je vais vous dire une contradiction. On a la constitution luxembourgeoise qui bizarrement maintenant a haussé la langue luxembourgeoise comme langue nationale, ça se trouve dans la constitution luxembourgeoise. Mais d'un autre côté, pour devenir luxembourgeois, on a affaibli le niveau. Donc ça, si vous parlez beaucoup de contradictions, ça c'est par exemple pour moi une contradiction. Mais la contradiction, elle est peut-être dans les mesures que vous ne m'avez toujours pas citées. Si vous voulez développer le luxembourgeois, on peut développer le luxembourgeois. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans les écoles? Je vais vous le dire. Dans les écoles publiques, comme c'est déjà le cas, donc luxembourgeois... L'école publique, c'est pas le problème. Tout le monde parle luxembourgeois en général, presque tout le monde parle le luxembourgeois. Ou c'est mieux. Ça devient de plus en plus difficile de parler une fois à une institutrice ou un instituteur des écoles primaires ou des maternelles, par exemple, dans le sud du pays, dans certaines communes du sud du pays où il y a presque plus de luxembourgeois, ça devient de plus en plus difficile. Je suis pas d'accord. Donc là, ce serait imposé la langue luxembourgeoise dans. Je ne vois pas maintenant comment dirais-je, de l'apprentissage du luxembourgeois à la carte. Le système doit être au niveau national, doit être le même partout. Je suis désolé, mais... Et pour les écoles européennes qui sont extrêmement nombreuses au Luxembourg, on fait comment pour que ces élèves-là parlent le luxembourgeois? Les écoles internationales en général, pas uniquement les écoles européennes. Oui, les écoles internationales, oui. Les écoles internationales, il faut donner l'occasion. Il faut instaurer des systèmes d'options où les jeunes peuvent apprendre le luxembourgeois. C'est déjà le cas. Tout à fait. C'est déjà le cas, mais je pense que ça ne fonctionne pas. Et pour le promouvoir, il faut expliquer pourquoi. Et je dis aux jeunes, et je crois que vous le savez tout aussi bien que moi, la maîtrise de la langue luxembourgeoise, quand on embrasse une profession, c'est toujours encore un avantage. Même si dans les secteurs professionnels, c'est un avantage, mais dans les secteurs professionnels, par exemple sur les chantiers, je ne suis pas sûr qu'on parle énormément luxembourgeois. Je parle des travaux, je parle effectivement des professions intellectuelles. Profession intellectuelle, oui, mais dans les secteurs professionnels, le luxembourgeois n'est pas... Donc, ce que je crains, c'est que... Je parle surtout des secteurs de services. Je parle des secteurs de services, je parle des professions intellectuelles. Le luxembourgeois reste toujours encore un avantage. Là, vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. Heureusement. Non, vous êtes avocat, donc vous savez mieux que moi. Mais la contradiction, encore une fois, que je vous pointe, c'est que vous voulez promouvoir le luxembourgeois et vous ne voulez pas imposer ça au niveau de l'éducation dans les écoles européennes. On vous le dit, comme je vous le dis, c'est déjà dans les options. Ça ne fonctionne pas. Les élèves des écoles européennes et des écoles internationales, en général, ne parlent pas le luxembourgeois dans les faits, sauf s'ils sont dans d'autres... Donc, vos mesures pour promouvoir le luxembourgeois, c'est peut-être une belle idée, c'est votre idée en tout cas, mais ce n'est pas concret. Je pense que vos mesures... Pas personnellement, mais si on voit concrètement les faits... Si le concret, il faut faire une offensive, il faut faire une campagne pour promouvoir la langue luxembourgeoise dans les écoles internationales. Okay. On parle beaucoup d'offensifs au niveau de logement, ce qui est très bien. Hein. Alors il faut faire aussi une offensive pour la langue luxembourgeoise. Il y a énormément de mesures qu'on peut prendre pour rendre la langue luxembourgeoise attractive. Et il faut aller dans les écoles internationales, il faut expliquer donc les avantages de la langue luxembourgeoise et il faut que le luxembourgeois reste la langue d'intégration, comme je viens de dire, aussi pour la cohésion
pour la cohésion sociale, c'est très important qu'on ait une langue commune. Bien évidemment, chacun doit continuer à parler sa langue d'origine. Moi, ça ne me pose aucun problème si les gens, des familles parlent chez eux à la maison l'italien, l'espagnol, le portugais, le français, peu importe l'anglais. Ça ne me pose aucun problème. Mais je suis toujours encore d'avis que la langue commune, que la langue d'intégration, que la langue de cohésion doit être luxembourgeois. Et je le vois d'ailleurs dans les clubs sportifs. Dans les clubs de sport, je suis désolé, dans les clubs de sport, on parle luxembourgeois. On parle luxembourgeois dans les clubs de football. Donc le luxembourgeois reste quand même, et ça doit être encore davantage promu. Donc vous voulez promouvoir davantage sur ça, ok. Absolument, c'est une des grandes priorités. Maintenant, on va passer sur un sujet concernant l'Union européenne. Donc comme je vous ai pointé certaines choses, vous avez une alliance avec le PiS, oui, qui est en lien avec d'autres partis qui sont plutôt eurosceptiques, comme on peut le dire. On sait que le Luxembourg accueille les institutions européennes, ce qui est un facteur majeur de son influence. On connaît Robert Schuman, on connaît Pierre Werner, on connaît Jacques Santer, Juncker qui était président de la Commission européenne, ce qui fait que l'Europe est un facteur d'influence majeur pour le Luxembourg. Est-ce que en vous alliant avec des personnes ou des partis qui sont plutôt contre cette Europe-là, est-ce que justement vous ne jouez pas contre l'influence et les intérêts luxembourgeois ? Il ne faut pas quand même surestimer l'appartenance de l'ADR à l'ACR. Encore une fois, le simple fait que nous, on est dans la même famille politique que le PIS, ça ne veut pas dire qu'on a la même conception de l'Europe que le PIS. Bah, si c'est des partis, c'est des partis européens, c'est un groupe européen, donc c'est sur l'Europe, c'est des questions sur l'Europe. On a une conception, non, je dis. Vous n'avez pas de commun finalement. On a un point commun qui est la guideline de l'ACR, c'est l'Europe des nations. Comme je viens de dire tout au début, par exemple, pour moi, quelque chose qui est sacré au niveau du droit européen, c'est le principe de la subsidiarité, qui était d'ailleurs la guideline depuis 1958, avec les traités d'Europe, le principe du proportionnalité, subsidiarité et surtout de la majorité absolue, c'est-à-dire les grandes décisions. Et là, on commence aussi à essayer d'échapper donc au principe donc la majorité absolue des décisions qui sont prises à la majorité absolue. Ça aussi, ça commence à devenir de plus en plus flou, c'est-à-dire on peut maintenant au niveau européen prendre des décisions qui concernent la souveraineté d'un seul pays et des décisions qu'il n'a même pas prises à la majorité absolue. Vous êtes pour l'unanimité. Oui. L'unanimité, exactement, excusez-moi, c'était l'unanimité. Oui, majorité absolue, c'est l'unanimité. Non, la majorité absolue, c'est... L'unanimité, c'est l'unanimité, excusez-moi. Donc, concernant l'Europe, les alliances. Oui. Donc ça, on a en commun. Ça, on a en commun. Mais malheureusement, en fait, vous avez raison. Là, j'étais un peu confus. Ce qu'on veut imposer, c'est la majorité absolue par rapport à l'unanimité. Donc, nous, on est le principe de l'unanimité et contre le principe que la majorité absolue suffit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Je m'excuse. Donc, je redresse. Donc, vous êtes pour l'unanimité. Pour l'unanimité. Pour l'unanimité. Ouais. Oui, ok. Bon, sur l'Europe, comme je vous le dis, bien évidemment, l'Europe des nations, de toute façon, il y a toujours eu deux influences, le fédéralisme, l'Europe des nations. Exactement. C'est exactement ça. Je crains quand même que ça, c'est la grande division. C'est la grande division, mais je crains que l'Hongrie ne soit pas forcément juste sur cette ligne-là, parce que vous n'avez pas forcément besoin d'adhérer ou faire une alliance avec des partis qui sont plutôt eurosceptiques. Moi, je vous dis, ça joue contre les intérêts. Je pense que ça joue contre. On peut penser factuellement. Là, je vous laisse quand même une petite critique. Quand même, vous surestimez quand même un peu l'histoire avec l'ACR. Je pense qu'au niveau européen, si vous êtes au pouvoir et qu'il y a un Premier ministre de l'ADR et qu'on sait ses alliances avec la Hongrie, je pense qu'on dira et on titrera, les autres pays verront ça. Premièrement, l'Hongrie ne fait pas partie de l'ACR. Et moi, personnellement, pas la Hongrie, mais la Pologne. Oui, j'étais quand même à plusieurs congrès de l'ACR et j'ai jamais rencontré un membre hongrois. Voilà, donc mais la Pologne, c'est presque la même chose. Sur les lignes sur l'Europe, ça devient sur la vision actuelle de l'Union européenne. En tout cas, ils sont extrêmement critiques. Pas tout à fait, parce que le PIS aussi, quand même, maintenant avec le Premier ministre polonais, je ne me rappelle plus de son nom.
C'est un monsieur que je... Non, c'est... Non, justement non. C'est, Justement non. C'est son successeur et qui a quand même une vision un peu plus modérée, je dois dire. Ok. Bon, on va passer maintenant à des questions très importantes pour l'ADR, la sécurité. Effectivement, vous avez raison, l'insécurité et la criminalité a augmenté depuis 20 ans. Par contre, une étude de 2016 d'un cabinet américain a établi que le Luxembourg était la ville la plus sûre au monde. Donc, est-ce que, avec ces sujets concernant l'insécurité, ce n'est pas tout simplement faire peur, amener des électeurs et ce n'est pas finalement des questions plus démagogiques que réelles? Parce que le Luxembourg, en comparaison avec les autres villes en Europe et dans le monde, reste un pays extrêmement sûr, ou pour le moins, l'étude c'est très intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant que le dit que le Luxembourg est sûr. Si le fait d'aborder la question de la sécurité serait en quelque sorte une façon voilée de faire peur, bah vous pouvez faire le reproche à tous les partis. Oui. Parce que c'est pas comme notre parti qui est le seul. Non, mais tous les partis parlent de la sécurité. Donc alors à ce moment-là, vous suivez, tout le monde fait peur. Tout le monde fait peur. Non, ce qu'on pose là, c'est on vous dit, est-ce que ce n'est pas exagéré le fait de l'insécurité? J'étais hier à une table ronde du Luxembourg Wort, à l'abbaye de Neumünster. On a parlé la moitié du temps de la sécurité. Tout le monde a parlé de la sécurité. Et pas uniquement nous. Non, mais on dit pas ça. Mais en tout cas, c'est un des axes. Tous les partis font peur. Non, mais c'est un des. Non, mais aussi faire le compliment en Mme Lénard aussi, parce que la paix parle aussi de la sécurité. Mais vous admettrez quand même que c'est une de vos priorités. On voit les annonces. C'est une de vos priorités. On vous demande, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que ce n'est pas de la surestimer, sachant que Luxembourg est un pays extrêmement sûr, finalement? Non. Il y a criminalité et criminalité. Moi, je suis d'accord avec vous à dire peut-être qu'en France, par exemple, il y a une autre sorte de criminalité qu'au Luxembourg, avec le racket, etc., etc. Le Luxembourg, on peut pas... Là, à nouveau, il faut faire en sorte qu'il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas dire que la criminalité, elle est la même au sein de toute l'Union européenne. Ça serait faux. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui explique cette insécurité, alors, selon vous? Qu'est-ce qui explique qu'au Luxembourg, il y a une hausse depuis 20 ans? Ça aussi, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui explique que le Luxembourg, il y a plus de délinquance actuellement qu'il y a 20 ans? Et aussi, quelles sont vos mesures pour y remédier à cette insécurité que vous pointez? Alors, là, vous avez posé deux questions. Oui, deux questions. Quelle est la cause et quelles sont vos solutions? Quelle est la cause, cette augmentation de la criminalité? Je vais vous parler franc et je vais citer Mme Negrini qui est Mme Negrini, je vais vous le dire, vous pouvez regarder ça dans le replay. Mme Negrini est la présidente du syndicat des policiers ici à Luxembourg, donc c'est quand même une institution quand même assez importante qui a dit, vous connaissez l'émission Invité von der Redaktion à RTL tous les matins à 8h. Et Mme Negrini, une fois vous pouvez faire au replay, on lui a posé la question à Mme Negrini, et c'est quand même, elle est pas membre de l'ADR. C'est une partie, membre d'un syndicat. Voilà. Oui, okay. Elle a dit que c'est clairement lié à l'immigration. Elle a dit que la hausse de la criminalité, que la plupart des délits sont commis par des gens qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise. Okay. Et ça, c'est un fait. Okay. Vous pouvez regarder les statistiques des gens qui sont emprisonnés, que ce soit en détention préventive à Zanem ou à Schrassich, les gens qui sont définitivement condamnés. La plupart des gens qui sont en prison n'ont pas la nationalité luxembourgeoise. Ils ne sont pas des résidents. Et les Luxembourgeois, et on en a parlé maintenant de majorité, la plupart la nationalité la plus représentée au sein des prisons sont les Luxembourgeois. Mais la majorité des gens qui sont incarcérés, 2 tiers, 3 quarts sont des étrangers. Donc, il y a quand même un lien de causalité entre l'un et l'autre. Mais la différence, et ça c'est l'hypocrisie luxembourgeoise, quand Mme Negrini elle dit ça, au l'invité de la rédaction à RTL, personne ne dit quelque chose. Si moi je disais ça sur RTL, ce serait le scandale. Et ça c'est l'hypocrisie de cette société luxembourgeoise. Bon. Ça, en tout cas, c'est votre avis. Quelles sont vous avez posé le conseil. Maintenant, quelles sont les solutions pour y remédier? Les solutions. Alors, il y en a énormément. La première solution, c'est d'un point de vue préventif, la présence. Il faut une présence beaucoup plus intense de la police. Ok. C'est parce que ça donne le sentiment de sécurité aux gens. Et bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué,
Moi, j'habite à Luxembourg-Bel-Air, je traîne souvent à Luxembourg-Centre, je suis aussi assez souvent à Luxembourg-Gare. Bizarrement, depuis 3 semaines, on voit une présence quand même assez forte de police que je n'ai jamais vue avant. Bon, Coïncidence. Prochaine mesure. Coïncidence. Et comment est-ce qu'on peut assurer cette présence des policiers? En enlevant à la police le travail administratif. Je connais beaucoup de policiers, je connais des gens très haut placés à la police. Ils m'ont dit que nous, on étouffe dans les travaux des paperasses. On n'a pas le temps. On réduit la paperasse. On n'a pas le temps d'être sur place. Deuxième chose, c'est que nous, on dit, et le CSFA nous a à nouveau, une fois de plus, comme déjà au référendum, je peux vous citer encore d'autres exemples, le CSFA nous a à nouveau copié la comparaison immédiate. La comparaison immédiate existe en France. Ils allaient plus rapidement. Elle a des défauts. Elle n'est pas sans faille. Hein. Je ne suis pas un fan à 100% de la comparaison immédiate parce qu'elle comporte certaines failles. Surtout les juristes le savent, les droits de la défense ne sont pas toujours assurés avec la comparaison. Donc, ce qu'on pourrait accélérer les processus judiciaires. Il faut faire ici à Luxembourg un système de comparaison immédiate quand même un peu soft, version soft. Parce que quel est le Luxembourg? Qu'est-ce que le Luxembourgeois il fait toujours? Le Luxembourgeois, c'est quelqu'un de très malin. Quand on fait les lois, on va toujours chercher, on attend d'abord qu'est-ce qu'on fait en France, qu'est-ce qu'on fait en Allemagne, qu'est-ce qu'on fait en Belgique. Et on prend toujours, c'est comme dans un gâteau, on prend toujours le meilleur de tout. Le système fiscal luxembourgeois d'inspiration allemande. Pourquoi? Parce que le système fiscal allemand, il est quand même mieux. Le droit civil, il est d'inspiration française. Le droit pénal est d'inspiration belge. Je peux vous citer ça. Nous, on cherche toujours mais maintenant, les mesures... Comparaison immédiate. En matière pénale, accélération des procédures. Je vais vous poser une question concrète. Concernant ces étrangers, j'ai lu que, par exemple, il faudrait les réexpulser. Comment on fait concrètement? Vous n'allez pas être surpris. Qu'est-ce que je vais vous répondre? Il faut appliquer la loi. Au Luxembourg, si vous regardez la loi sur les étrangers, le ministère de la Justice peut arrêter, par un arrêté ministériel, peut prendre une mesure d'interdiction de territoire contre un étranger qui a commis quand même une infraction quand même assez grave. Ça, c'est administratif, mais concrètement, comment on applique ça? On le met dans l'avion? Un arrêté ministériel. Cette personne-là, elle est renvoyée au centre de rétention à Findel. Non, il n'est plus à Findel, je crois qu'il a déménagé. Elle est renvoyée au centre de rétention. Et cette personne-là, soit elle quitte volontairement un territoire, soit elle est expulsée par la force. Et si cette personne revient, c'est le droit positif à Luxembourg. Moi, je ne réinvente pas le droit. Cette personne-là, elle est en infraction. Et à ce moment-là, elle est en infraction pénale, elle retourne en prison. Mais sur les expulsions, il y a des gros problèmes. Parce que vous vous doutez bien que les pays qui savent... La France se fait régulièrement. La France, justement, elle est très mauvaise, sur les obligations de quitter le territoire. Il n'y a aucun pays qui est plus répressif que la France. Justement, la comparaison immédiate, c'est quelque chose de très extrêmement répressif. Non, mais je dis sur les expulsions. Sur les expulsions du territoire, la France, justement, ça fonctionne très très mal. La comparaison immédiate, elle est très avantageuse par rapport à des citoyens qui n'ont pas la nationalité. Je ne parle pas de la comparaison immédiate. Je parle du fait d'expulser les personnes du territoire. Il y a des problématiques, par exemple les relations entre le Luxembourg et ces pays-là, c'est pas si facile que ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces étrangers s'ils peuvent pas sortir du territoire? Alors, moi j'ai quand même dans votre programme, vous dites dans le programme que c'est l'expulser, mais dans l'expulsion, il faut le rapport avec l'autre pays, il faut que l'autre pays l'accepte. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Moi j'ai jamais vu de problème. Le problème et la mesure doit être prise parce que l'expulsion donc l'interdiction du territoire, elle n'est pas obligatoire. Si elle est obligatoire, c'est elle est prononcée par un jugement, mais elle est facultative. Elle est facultative dans le ministère de la Justice. Obligatoire. Je ne la rendrai pas obligatoire, mais si par exemple le prochain ministre de la Justice serait un ministre ADR, on appliquerait cette loi avec beaucoup plus de rigueur. Mais c'est du droit positif. On n'invente pas la roue, on ne réinvente pas le droit, c'est du droit positif. Dernièrement, dans le même contexte, j'ai discuté avec quelqu'un, aussi un juriste, par rapport aux citoyens européens. Il y a un article sur la loi sur les étrangers qui autorise même le Luxembourg à expulser un citoyen de l'Union européenne s'il devient une trop grosse charge pour le système social luxembourgeois. Vous connaissez cette loi, moi je connais des gens qui ne connaissent pas. Donc théoriquement, on peut exclure un citoyen européen du système social luxembourgeois. Okay. Parce que c'est une trop grande charge. Et d'ailleurs, l'inverse existe aussi dans les autres pays de l'Union européenne. Okay. Ça existe en France, en Belgique, en Allemagne, dans tous les pays. Mais on peut même exclure, en quelque sorte, du Luxembourg, expulser au Luxembourg un citoyen européen. Très peu de gens le savent, c'est le droit positif. On ne refait pas le droit. Bon,
Concernant maintenant, et ça va être une des dernières questions avant de passer à la conclusion parce que l'échange est long. Oui. Concernant les prisons, une réunion d'information électorale à Mersch. Dans 10-15 minutes, on aura fini maximum. Grand maximum, ça va aller vite. Concernant les prisons, la politique pénale, qu'est-ce que vous préconisez? Madame Lennert disait que, par exemple, actuellement, il y a une énorme polémique sur le fait qu'il y ait des mineurs qui soient, des personnes de plus de 16 ans qui soient dans la prison. Là, je suis d'accord avec Madame Lennert. Un mineur n'a rien à voir en prison. Okay. Ça c'est quand même quelque chose de scandaleux dans le Luxembourg, qui est un pays tellement riche qu'on a toujours encore des mineurs qui sont... Donc, la pédagogie pour les mineurs, ok. Et concernant la politique pénale, plutôt de la répression, quelle est... Les deux. Faire une politique complètement répressive, je ne dirais pas. Il faut quand même trouver le juste milieu. C'est-à-dire la politique doit être répressive, mais elle doit aussi être intégriste, c'est-à-dire intégratrice. Vous voyez, le français n'est pas ma langue natale. Je me débrouille, je sais quand même. Vous débrouillez bien. Voilà, je me débrouille. Pour moi, une politique pénitentiaire doit s'axer sur deux volets. Premièrement, la répression, effectivement la punition, mais d'un autre côté... Plus de punition actuellement? Non, ok, ça va. Pour moi, j'ai cru lire dans votre programme. Les peines sont là, ils doivent être appliquées. On est contre une pénalisation de la société, ça c'est faux. Il faut juste les appliquer. Mais la réintégration, et pour moi joue un rôle aussi important. Important. Donc ça, ce que je dis, c'est un peu vaste, un peu vague, mais ça doit être la guideline dans la réintégration. La réintégration. Parce que pour moi, personnellement, pour éviter la récidive, c'est ça. Exactement. Okay. Pour moi, une personne qui a purgé une peine d'emprisonnement a fait son devoir vis-à-vis de la société. Et cette personne, elle doit à nouveau être réintégrée à 100% de la société luxembourgeoise. Et elle ne doit pas encore être bannie. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de très, très, très important. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que cette personne soit réintégrée? Cette personne, elle doit être encadrée par les assistants sociaux. Comme beaucoup de personnes, effectivement. Il faut faire en sorte que cette personne... Mais déjà, lors de l'incarcération, cette personne doit être 100% préparée pour la vie après l'incarcération. Parce que l'incarcération, à Luxembourg, elle ne dure pas une vie. Donc, il faut... ça, effectivement... la politique pénitentiaire, ça c'est les deux guidelines. Là maintenant, on va vous poser 3 questions très concrètes avant de passer à la conclusion. Première question, on a vu que dans le programme, il y avait une espèce de, vous allez m'expliquer justement, de promesse de fidélité vis-à-vis du Grand-Duc. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pas finalement un peu vieillot cette idée? Elle ne l'est pas. Je vous dis pourquoi. En fait, moi je suis toujours de l'avis que les monarchies ont un système politique beaucoup plus stable, et l'histoire nous l'a appris, que les républiques. Pourquoi? Parce qu'une monarchie a un chef d'État qui est au-dessus des partis. Il est au-dessus des partis, donc il est apolitique, il est au-dessus, et c'est le garant de l'unité nationale. Et sur cette promesse de fidélité au Grand-Duc, est-ce que c'est pas forcément plus idéologique que concret? Concrètement, c'est-à-dire pourquoi on a aboli ça? Pourquoi le rétablir aussi? Pourquoi le rétablir? Quel est l'avantage de le rétablir? Non, la question, elle peut se poser dans les deux sens. Non, la question, quand on abolit quelque chose, il faut expliquer pourquoi on abolit. Okay. Il ne faut pas dire pourquoi le maintenir. Ça, pour moi, c'est la question, et vous voulez le rétablir, donc pourquoi faut le rétablir? Elle est mal posée. Pourquoi? Parce que le serment, il faut le faire par rapport au chef d'État. Et le chef d'État et le Grand-Duc, c'est dans tous les autres pays, c'est aussi... Et le chef d'État doit rester le chef d'État. Il doit être, comment dirais-je... Pour la solennité des procédures. Hein. Exactement, il doit être le garant de la souveraineté de ce pays-là. Et donc la fidélité, elle doit être faite vis-à-vis du chef d'État. Et ici, au Luxembourg, le chef d'État, c'est le Grand-Duc. Ok. Deuxième question. Pour que cette personne garde encore son statut de gardien de la souveraineté de notre pays. Une question cette question, je vous avoue que ça m'a un peu surpris dans le programme concernant le port d'armes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On a l'impression que quand j'ai lu cette mesure, je me suis dit si on était aux États-Unis, il y a une mesure concernant le fait que si une personne étrangère, et pas étrangère de la nationalité, mais si une personne autre que celle qui est titulaire du domicile rentre au domicile d'une certaine personne et qu'elle a une arme et qu'elle a le droit d'avoir cette arme,
elle aurait le droit de tirer contre cette personne. Ça, c'est pas dans notre programme électoral. Ah, je vous mets au défi que c'est pas dans notre programme électoral. C'est ce que j'ai lu. Ça, c'est pas. Ah oui. Il y avait une fois des propos un peu que je qualifierais de malheureux de la part de notre président de notre section jeune qui a tenu de tels propos, mais où le parti a tout de suite dit que c'est pas strictement contre le port d'armes. Vous êtes strictement contre le port d'armes. disons Pas contre le port d'armes, contre l'utilisation des armes. C'est un faux débat. Je vous dis pourquoi. Le fait d'utiliser une arme par rapport à une autre personne qui est armée, vous êtes juriste tout comme moi, qu'est-ce on appelle ça de la légitime défense. Donc, c'est-à-dire, de toute façon, une personne qui est agressée par une autre avec une arme, elle peut utiliser une arme. Là, le cas, ce serait une personne qui s'introduit au domicile d'une autre personne. Cette personne qui est dans son domicile voit la personne. L'autre personne n'est pas forcément armée. Elle a une arme et elle a le droit d'avoir une arme. Elle pourrait tirer contre cette personne. Cette personne-là a le droit, en tout cas, de mettre cette personne-là, de l'immobiliser, cette personne-là, pas en utilisant l'arme, mais en montrant l'arme. Et je ne vois rien d'illégal parce que cette personne-là, elle est détenteur d'une arme, elle utilise l'arme dans sa maison contre un agresseur. Donc c'est dans le programme, parce oui. qu'il me semble avoir lu. Mais sûrement pas dans le programme que cette personne peut utiliser une arme à feu. Potentiellement non, pas l'utiliser, mais l'idée. Comme le programme, ça c'est pas marqué. On va le vérifier. Oui, on vérifie après, mais en tout cas, la question c'était le fait que cette personne puisse se défendre dans son domicile. C'est très simple. Par rapport aux armes à feu, on applique les règles de la légitime défense. Les règles actuelles, alors, ça change. Okay, ça va. Et on veut pas, et les gens qui veulent une arme à feu, ils doivent demander les autorisations selon la loi existante. Mais moi je suis contre tout abus des armes à feu. Je dois dire, peut-être dans notre parti, il y a des gens qui disent le contraire. Le programme, je le connais. Vous savez, même dans notre parti, on ne fait pas l'unanimité. Par rapport à ce, mais les abus des armes à feu sont tout aussi dangereux que les. Donc vous n'êtes pas, oui. Ok. Bon, on va passer finalement à la conclusion. La dernière question, on la passera. La partie de la conclusion, c'est les questions cruciales. Il faut des réponses très convaincantes. Premièrement, pourquoi ADR et pas CSV, par exemple, CSFAO? Pourquoi voter pour ADR? Pourquoi voter pour M. Kuyp au lieu de voter pour M. Frieden? Parce que comme je viens de dire, très brièvement. Parce que le CSV n'est plus crédible à cause de sa politique fiscale, il n'est plus crédible. Nous, si vous regardez on a une politique beaucoup plus pragmatique, notamment au niveau financier, notamment au niveau donc d'équilibre budgétaire. On a une politique prudente, une politique réaliste et pas une politique irréaliste. La politique de CSV, elle est irréaliste. Et deuxièmement, pourquoi je dis pour voter contre le CSV, parce que le CSV, c'est un parti, et là, on revient à nouveau à la politique européenne, qui est pour un État qui sont profondément fédéralistes au niveau européen, alors que nous, on est souverainistes. Et c'est aussi une raison, si on veut abolir la souveraineté du Luxembourg, voter de CSV, et ça, c'est aussi une raison pour ne pas voter de CSV. Pourquoi vous et pas de DP? Pourquoi nous et pas DP? Là, c'est un peu différent. Vous présentez aux élections, donc si vous n'avez pas tellement de différence, vous pouvez faire une liste commune. Quelles sont les différences? Pourquoi voter pour vous? Il y a quand même une différence majeure entre le programme de l'ADR et du DP. Là aussi, je renvoie à ce que je viens de dire. Au niveau européen, on a une conception complètement fondamentalement différente. On a une conception fondamentalement différente de la société luxembourgeoise par rapport à la langue luxembourgeoise. On a des conceptions fondamentalement différentes. Et là, on est à 180 degrés différents du DP par rapport au rôle. Donc, on n'a pas eu Altergeld, effectivement. Donc, par rapport au fait de donner le libre choix aux parents s'ils veulent élever leurs enfants à la maison et donner une structure. La politique que l'ADP veut, c'est d'obliger les parents à donner les enfants parce que les parents n'ont pas d'autre choix, parce que le DP fait une politique qui est complètement... On dit toujours que l'ADP est un parti libéral, mais concernant ce volet, le DP n'est pas un parti libéral parce qu'il oblige les parents à donner leurs enfants dans une structure, et ils ne donnent pas la liberté aux parents d'élever leurs enfants à la maison. Et ça, c'est une différence majeure entre l'ADR et... Pourquoi vous et pas le LSAP, le Parti Socialiste? Très rapidement.
Là, je pourrais Pour vous convaincre écrire les un roman. électeurs. Là, c'est vraiment, rapidement, là, c'est les vraiment, points, là, les c'est vraiment, points. déjà, le LSAP veut augmenter les impôts. Ça, c'est pour nous un no-go. Ok, déjà les impôts. Voilà. Ça, c'est déjà une politique fondamentalement Différente. une politique fondamentalement différente. On a une conception fondamentalement différente de la famille. Donc, Ok, encore une fois, impôt famille, c'est. voilà. Donc, je peux vous citer, des. Ok, c'est bon. Et pour les pirates, pourquoi vous et pas les pirates? Là, la réponse, elle est je vous donne une réponse que peut-être que les autres partis vont aussi vous donner, sauf les pirates eux-mêmes, bien sûr. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les pirates sont. Moi, je ne sais pas pourquoi ils sont. Et c'est impossible de savoir. Donc pas de conviction selon vous pour. C'est impossible de savoir, de cerner ce parti. Je suis désolé, mais moi, à l'instar j'ai encore parlé récemment avec un politicien des partis des Verts qui est quand même, sauf proche de nous, qui m'a dit la même chose. Okay. Qui m'a dit la même chose. Nous, donc ils n'ont pas de conviction. Okay. Et on selon ne sait vous, pas ils n'ont pas de conviction. Ok. C'est de l'opportunisme pur. Quelle est la première visite d'État que feriez-vous si vous êtes élu, pas vous personnellement, mais votre colistier? Je dirais. Premier pays qu'il faut visiter. Oui, je dirais que la politesse et le respect imposeraient que ce soit quand même un pays limitrophe. Un des trois pays limitrophes de Luxembourg. Quelles sont les trois mesures concrètes? La première chose que va faire le Premier ministre de l'ADR s'il est élu, les 3 premières mesures qu'il prend, concrètement, rapidement. Très rapidement, première chose, le jour 1, on va aborder ce problème de la croissance démographique. Okay. On va l'analyser, on va trouver les solutions, on va proposer des solutions. Ça, c'est la première chose que le Premier ministre a dit avant. Deuxième chose, logement. Okay, deuxièmement, on va essayer une offensive totale pour le logement. Okay. Et troisième? Troisième volet, j'ai aussi déjà répondu, rendre Luxembourg plus sûr, donc la sécurité. Ok. L'avant-dernière question, sujet que vous voudriez, quel est le sujet que vous auriez voulu aborder, qu'on n'a pas abordé ce soir? Rapidement, quelle est la thématique sans expliquer pourquoi? Je dois vous faire un compliment, on a tout abordé. On a vraiment tout abordé. Maintenant, avec le recul, peut-être quand je rentre maintenant en voiture à la réunion une réunion d'information, à peut-être une énergie. Zut, effectivement, j'aurais dû un peu plus parler de ce sujet-là, mais okay. Vous avez fait votre travail. On a effectivement abordé les grandes lignes, les principaux sujets qui intéressent les gens pendant les élections. Maintenant, 30 dernières secondes, vous pouvez vous adresser à la caméra et vous expliquer pourquoi il faut voter pour vous. 30 secondes pour expliquer à un électeur, à un jeune, pourquoi l'ADR. Alors, pourquoi voter pour l'ADR? Si on veut un Luxembourg où les résidents trouvent du logement abordable, un Luxembourg sûr, un Luxembourg qui est fier de sa nation, qui est fier de son passé, qui garde son patrimoine. Et voilà un sujet qu'on n'a pas encore traité. C'est effectivement donc c'est la protection des bâtiments historiques au Luxembourg. Le patrimoine luxembourgeois qui doit être préservé. Si on veut. Et là, c'est pour moi la chose la plus importante. Si on veut vraiment à nouveau avoir une qualité de vie, au lieu d'avoir cette croissance énorme, il faut voter ADR. Okay. Alors, c'est pour notre parti, c'est le parti, lorsqu'il sera au pouvoir, où les gens, et surtout les jeunes, se sentent vraiment, à mon avis, le plus à l'aise. Et une dernière chose qui est très importante, et à nouveau un sujet qu'on n'a pas traité énormément, c'est le système éducatif, où on doit à nouveau privilégier, comme on dit en allemand, Leistungsprinzip, c'est-à-dire on doit privilégier quand même les résultats par rapport à une simple présence, c'est-à-dire l'élève ou l'étudiant qui est appliqué, qui est intéressé, qui s'investit, doit quand même avoir plus de mérite que l'élève qui n'a pas ces caractéristiques. Okay. Voilà. Bon, on a abordé tous les sujets avec vous. Déjà, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Et on aura un prochain entretien, bien évidemment, dans quelques jours avec d'autres candidats. Et on est content d'avoir pu vous interviewer.